Alors, vous le savez, beaucoup d'entre vous dans la salle sont concernés par cette maladie, soit parce que vous êtes vous-même atteint, soit parce que vous êtes à côté d'une personne qui est atteinte. Vous le savez, cette maladie s'accompagne de symptômes extrêmement différents. On va le découvrir tout de suite en images. Mon premier symptôme, ça a été le tremblement de la main droite, qui s'est ensuite étendu à la jambe droite. J'ai eu des problèmes d'écriture très précocement. Effectivement, et le plus surprenant là aussi, c'est que l'écriture vient et disparaît. Le pied droit se met à bouger tout seul. Ça dure 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. Et puis ça passe, ça disparaît complètement. Moi, je ne tremble pas, mais la douleur est là. Et les crampes me réveillent la nuit. J'ai des douleurs atroces. Mes jambes sont des briques. J'ai beaucoup de mal à marcher. J'ai l'impression d'avoir des poids sous mes pieds et la canne m'est nécessaire. Je dors par séquence, c'est-à-dire si je me couche vers minuit, à 3h30, 4h, je me réveille et puis après c'est toutes les heures. J'ai des problèmes de lenteur dans certains gestes, pas tous et pas toujours au même moment, puisque le propre de notre maladie, c'est qu'elle est variable dans la journée. J'ai tendance à marcher avec des petits pas. C'est ce qu'on appelle le freezing. Tout ce que tu as devant toi est obstacle. Donc tu es bloqué. Tu n'arrives plus à marcher. Tu es là, tu es figé au sol, prêt à avancer. Tu n'arrives pas. La tête demande, mais le corps ne répond pas. Il ne veut pas répondre. J'ai 2 ou 3 fois par semaine un pied qui se bloque. C'est souvent le gauche. Et ensuite, mes pieds se mettent en griffe. Et si je ne fais pas attention, je tombe. Et puis comme ça s'entend, j'ai des difficultés au niveau de la voix. Ma voix se casse un peu. C'est difficile, oui, parce que je parle doucement, faiblement. Il faut que je fasse un effort pour poser ma voix, la ralentir et prononcer les choses plus distinctement, plus fortement. Et c'est-à-dire l'expression du visage, elle devient complètement figée. Et le visage, il se crispe, c'est-à-dire complètement. Alors les troubles de la déglutition, c'est l'impression de ne pas pouvoir terminer le mouvement d'avaler un aliment ou une boisson, quelquefois. Les symptômes aujourd'hui, c'est le plus important, c'est le vidange gastrique qui ne se fait pas. Et ça donne des ballonnements énormes dans l'estomac. Et le côlon est très douloureux. Il y a aussi le problème urologique qui fait que quand on se déplace quelque part, même pour faire des courses, il faut toujours trouver un magasin où on sait où il y a des toilettes pour pas avoir de problème. J'ai des problèmes avec le goût. Je ne perçois plus rien comme sensation quand je mange. Et l'odorat, ça dépend des jours et ça dépend des odeurs. Tout ça, c'est des problèmes que les gens ne voient pas. C'est comme la douleur, c'est invisible, mais nous, on le ressent. Professeur, j'ai relevé quelques phrases très fortes pendant ce film. La douleur est là, je dors par séquence, tout ce qui est devant soi est obstacle, c'est invisible mais on le sent. Est-ce qu'on peut dire que cette maladie est vraiment complexe? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une maladie de Parkinson, mais pratiquement une maladie par personne. Oui, tout à fait. Je crois que ça, c'est une des grandes avancées qu'on a eues sur ces dernières années. C'était avoir la preuve qu'il n'y a pas une seule maladie, mais des maladies déjà en termes de causes. On a identifié des formes génétiques, des formes non génétiques, etc. Et dans les formes génétiques, il y a différents gènes qui sont en cause. Mais comme un cerveau est unique, et qu'une maladie va toucher un cerveau unique, forcément, chaque maladie est unique. Et ça sortait bien dans ce reportage, la variabilité d'expression de la maladie, d'où des difficultés diagnostiques parfois, des difficultés de traitement. Chaque patient ne se traite pas de la même manière. Alors, variabilité de la maladie, variabilité aussi dans le temps, ça veut dire que c'est dur d'ajuster un traitement? Oui, c'est dur d'ajuster un traitement. Et pour un patient, c'est aussi dur de vivre avec, parce qu'il y a des moments où il est très bien. Donc l'entourage se dit il va bien, et puis quelques minutes après il peut être très mal ou avoir des douleurs ou avoir des difficultés digestives et à ce moment-là ne plus être
apte à travailler, apte à être agréable en société. Et cette imprévisibilité aussi qu'il peut y avoir chez les patients est quelque chose de très difficile à vivre. Alors il y a souvent une certaine peur de déranger le neurologue. C'est important de l'interroger quand on a un vrai problème, quand on se dit mon traitement n'est pas adapté, c'est important de revenir vers le neurologue. Est-ce que les patients vous dérangent? Je vais vous poser la question comme ça. Le souci, c'est il y a énormément de patients, hein, on l'a vu, 170 000. Donc dans une région comme Nantes, c'est 7 000 patients à peu près autour du centre expert. Donc les journées ne faisant que 24 heures, il faut quand même dormir un peu. Et c'est pour ça qu'il y a toute une réflexion qui, dans le cadre du plan maladie neurodégénérative, est en train de se faire au niveau des régions, avec des comités de pilotage où il y a une réelle réflexion sur le parcours de soins. C'est-à-dire que juste sur l'aspect médical, il faut voir à quel moment le médecin traitant intervient, le neurologue de proximité, le centre de recours, et puis après, il y a tous les professionnels qui sont autour, kinés, orthophonistes, etc. Je crois que l'association avait compté que jusqu'à 26 professionnels peuvent intervenir autour d'un patient. Donc tout ça, il faut trouver les moyens de faire au mieux pour que le parcours du patient soit le plus approprié. Il y a des choses auxquelles le médecin traitant peut répondre, le neurologue de proximité peut répondre, et le centre de recours peut répondre. Mais le centre de recours ne peut pas tout faire, comme le médecin traitant ne peut pas tout faire. Alors vous le dites, il faut des soins adaptés, il faut que l'on connaisse bien la maladie. Pour voir très concrètement ce que cela implique dans la vie quotidienne, je vais demander à Agnès Delestre de me rejoindre. Agnès a été diagnostiquée il y a 12 ans. Elle est ce que l'on appelle patiente expert dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient. Elle va donc me rejoindre. Et puis, je vous le dis tout de suite, une fois qu'Agnès aura fait son témoignage et que nous aurons entendu deux autres spécialistes de la question, vous pourrez, vous, à votre tour, poser les questions que vous souhaitez. Alors, Agnès, dès le début, on peut le dire, vous avez refusé que la maladie soit au centre de votre vie. Oui, absolument. D'ailleurs, je n'aime pas dire, je ne dis jamais que je suis parkinsonienne. J'ai la maladie de Parkinson, mais elle ne me définit pas. Je ne la mets pas au centre de ma vie, il y a des choses plus importantes. Et tout de suite, vous avez dit, bon, c'est vrai que j'ai cette maladie, mais je continue à travailler, c'est important pour moi. Oui, à 45 ans, je n'envisageais pas du tout d'arrêter de travailler. J'avais un métier passionnant qui avait une place très importante dans ma vie et je voulais continuer absolument. Donc pendant 6 ans, je ne l'ai pas dit. Et c'était 6 années quand même qui comptent beaucoup. Voilà, on va le dire, vous vous occupiez d'enfants. Vous étiez dans un établissement. Donc c'est un boulot qui est très prenant. Oui, 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 tout à fait. Et vous avez donc voulu, dès le départ, avoir cette posture active du patient. Pour vous, c'est important, voire essentiel? Oui, c'est plus qu'important, en effet, c'est essentiel de ne pas baisser les bras, de résister aux avancées de la maladie. Alors, il n'y a pas de recette miracle, hein, c'est à chacun de faire son parcours personnel, mais il faut saisir toutes les occasions qui nous sont données pour résister. Je donnerai juste un exemple. Quand mon neurologue m'a proposé de faire un stage de rééducation par le sport, j'ai bondi, c'est le cas de le dire. Voilà. Bondi dans le bon sens du terme. Oui. Vous avez dit, ouais, j'y vais. Oui, bien sûr, oui. Alors justement, vous avez voulu mieux connaître la maladie. Vous avez suivi une formation d'éducation thérapeutique du patient. Pourquoi avez-vous fait cette démarche? Alors donc, j'ai suivi le programme au CHU de Rouen. Et donc, c'est vraiment, je pense, aujourd'hui incontournable si on veut prendre en charge sa maladie et mieux la connaître. Donc, j'ai suivi le programme. Et puis ensuite, j'ai souhaité aller plus loin, continuer. Et j'ai pu suivre une formation pour devenir patiente intervenante et donc être avec l'équipe médicale pour accueillir les patients. Alors, je vous ai posé la question, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter aux patients? Vous m'avez dit, je démarre le 5 mai. Le 4. Mais vous savez quand même ce que vous voulez. Oui, c'est-à-dire que ma première co-animation, c'est le 4 mai, et elle est prête. C'est-à-dire qu'après plusieurs réunions avec l'équipe du CHU en charge de l'ETP, on a défini donc comment on pouvait travailler ensemble. Et donc, je vais co-animer un atelier lors de la première journée, le premier accueil des patients en ETP pour qu'ils fassent connaissance. Voilà. On parle des patients, je parle souvent des personnes qui vivent autour de ces patients. C'est important que les personnes qui vivent autour d'un patient connaissent eux aussi la maladie.
Oui, parce que on vient de le voir dans la vidéo. En fait, les symptômes sont très variés et parfois, bon, c'est vrai, pas très marrant, si je peux me permettre. Et donc, c'est important que l'entourage soit bien informé pour comprendre ce qui se passe et aider. D'ailleurs, on parle des aidants, le mieux possible le malade. Alors, pour poursuivre cette conversation, je vais demander à Florence Puche de me rejoindre. Elle est psychologue et formatrice en éducation thérapeutique. Et Amandine Lagarde, qui est responsable des missions sociales à l'association France Parkinson. Et puis d'ici 10-15 minutes maximum, vous pourrez donc, vous qui êtes dans cette salle, poser des questions. Florence Puche, on vient de parler d'éducation thérapeutique. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel besoin répond cette approche ? Alors, l'éducation thérapeutique, c'est un dispositif qui est adapté à la maladie chronique, puisque grâce aux progrès biomédicaux qu'on a constatés en France, beaucoup de pathologies aiguës sont désormais devenues chroniques. Et du coup, il faut adapter la prise en charge. Et au-delà de la prise en charge absolument première et précieuse avec le neurologue, il y a la nécessité qu'effectivement il y ait une équipe qui puisse prendre en charge, proposer plus exactement un accompagnement thérapeutique aux personnes qui le souhaitent, de manière à les accompagner tout au long de la vie pour répondre à leurs besoins personnels de connaissance de la maladie, de compréhension des traitements, des effets secondaires, mais aussi du comment en parler, comment ajuster son quotidien, comme le disait Agnès, son travail, sa vie de famille, sa vie de couple, comment élever ses enfants, puisque en fait, l'éducation thérapeutique, au-delà de la connaissance et la maîtrise de sa maladie, le but, c'est justement de pouvoir la dépasser pour revenir dans la vie au plus vite. Mais qui oriente un patient vers l'éducation thérapeutique ? C'est le médecin qui est prescripteur, qui propose à son patient une éducation thérapeutique. On en trouve partout en France ? Alors malheureusement, on n'en trouve pas partout, puisque c'est quelque chose qui va être amené à se développer. En France, je crois que toute pathologie confondue pour l'instant, seul 1% des personnes ayant une maladie chronique bénéficient de l'éducation thérapeutique. Quels sont les types de savoirs, de compétences que l'on va acquérir au cours de cette éducation ? Alors, de plusieurs ordres. Connaissance de sa maladie, connaissance des traitements, capacité d'auto-soin, c'est-à-dire s'auto-gérer, de manière à sortir du risque de dépendance par rapport au médecin, c'est-à-dire avoir la propre maîtrise de sa maladie, mais aussi compétences psychosociales. Alors, c'est long. En quoi ça consiste concrètement ? Je dis, par exemple, je vais suivre un programme d'éducation thérapeutique du patient. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Je viens combien de fois ? Combien d'heures ? C'est une formation sur quelle durée ? Alors, ça dépend de chaque programme. En général, il y a 3 étapes. Une première étape, le bilan éducatif partagé, où on va rencontrer individuellement la personne pour qu'elle puisse verbaliser ses besoins, ses attentes. Dans un second temps, on va construire avec elle, négocier avec elle un projet individuel d'éducation thérapeutique et l'inscrire ensuite dans des ateliers. Alors selon les programmes, ça peut être 3, 4, parfois 5, 6 ateliers en fonction de ses besoins. Et ensuite, au final, et je dirais au plus tard, une année plus tard, c'est un bilan par rapport aux acquis, ce que la personne a pu mettre en place, réaliser, ce qui lui reste à réaliser. Voilà. Justement, peut-être un petit mot avec vous, Agnès Delestre. Vous avez donc suivi ces points. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? En tant que patiente, de suivre le programme, j'ai appris des tas de choses que j'ignorais, malgré ma lecture assidue de l'Écho, la publication de France Parkinson que je trouve très très bien faite et très riche. J'ai au contact de l'équipe qui organise donc ce programme au CHU de Rouen, j'ai complété mes informations, j'ai pu poser des questions. Bon, mon neurologue est très disponible quand j'ai rendez-vous avec lui, mais là on a plus de temps quand même de poser des questions et puis d'échanger avec d'autres patients. Ça c'est très important aussi. Je vais poser une question simple. Depuis que vous avez suivi l'éducation thérapeutique, est-ce que vous êtes plus heureuse ? Alors, mon bonheur c'était pas prévu, se situe peut-être pas à ce niveau-là, mais non, ça m'a beaucoup apporté.
Je vais me tourner vers Amandine Lagarde, puisque vous avez porté le programme à deux pas de formation pour aider les aidants de Parkinson. 2000 aidants qui en ont bénéficié l'an dernier. Est-ce que ce programme a répondu aux attentes, aux questions que se posaient les aidants ? Alors oui, ça a répondu aux attentes, notamment sur une meilleure connaissance de la maladie, mieux comprendre la maladie du proche, puisqu'en fait ce besoin de connaissance et de compréhension, les aidants le ressentent également, les aidants en tout cas qui vivent aux côtés des malades au quotidien. On l'a dit, c'est une maladie très complexe, beaucoup de symptômes, beaucoup de manifestations, des traitements compliqués également, donc vraiment un grand besoin de connaissance à ce niveau-là, et je pense que c'était le premier objectif de la formation. Le deuxième objectif et la deuxième attente comblée, c'était de pouvoir rencontrer d'autres aidants. Au même titre que Agnès disait, c'est important entre patients, entre malades de pouvoir se rencontrer et d'échanger. Pour les aidants, c'est pareil, pouvoir être entre eux, échanger sur leur situation, leurs difficultés. Ça leur permet, dans un premier temps, de réaliser, même si je pense qu'ils le savaient, de vraiment prendre conscience qu'ils ne sont malheureusement pas les seuls à rencontrer ce type de situation, que d'autres vivent des situations similaires. Et donc, déjà, voilà, c'est confortant. Ensuite, ça veut dire aussi qu'on peut parler de choses un peu difficiles avec des gens qui peuvent comprendre, on se sent mieux compris, mieux écouté. Et puis, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir venir parler de ces problèmes, de prendre du recul du coup par rapport à ces problèmes-là et d'y réfléchir ensemble avec d'autres pour essayer d'y trouver des réponses et des solutions. Donc là, la formation leur permet d'aborder ces problèmes-là selon un nombre de thématiques diverses autour de la relation d'aide et du coup, le groupe y réfléchit ensemble et y travaille ensemble. Ça veut dire que l'un l'autre, les aidants s'aident entre eux en disant « moi j'ai pour tel problème, trouver telle solution ». C'est ça. Il fait part de son expérience. Tout à fait. Dans un premier temps, les formateurs qui ont été formés pour délivrer cette formation sont là pour apporter un certain nombre d'informations et de connaissances, notamment sur ce qui peut se faire localement, parce que c'est une formation qui se met en place sur chaque département. En tout cas, on essaye de le développer le plus possible. Et puis aussi, voilà, l'intérêt, c'est que les aidants peuvent échanger entre eux, se conseiller, se donner des astuces, puis tout simplement réfléchir à des solutions, parce qu'à plusieurs, on trouve plus de solutions que tout seul dans Comme on dit, on est coin. plus intelligent. C'est un petit peu ça. Donc voilà. Alors, il y a un autre programme qui vient de voir le jour, il s'appelle Entraidant Parkinson. Alors, on pourrait se dire, mais quelle est la différence ? Pourquoi donc avoir mis en place ce programme et en quoi consiste-t-il ? Alors, ce programme, il se veut complémentaire par rapport à la formation des aidants à l'aide aux aidants Parkinson qu'on a appelé à deux pas. Il se veut complémentaire au sens où, en fait, en plus, il est né quelque part un peu avec la mise en œuvre d'à deux pas, puisqu'en fait, les groupes d'aidants qui étaient formés pendant donc 6 séances, à la fin, ont exprimé le souhait de pouvoir continuer à se voir. C'était vraiment quelque chose qui ressortait quasiment sur tous les groupes. Et du coup, on a commencé à se poser la question de savoir s'il ne fallait pas aussi proposer autre chose aux aidants et pas seulement de la formation. Et on savait effectivement que leur souhait, c'était de pouvoir aussi, quelque part, créer du lien, mais un lien durable entre eux, une forme de réseau entre les aidants localement, de soutien et d'entraide entre eux. Mais voilà, pour que ça puisse se créer, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui vienne amener quelque chose, et c'est le rôle, je pense, de l'association. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut amener de plus par rapport à la formation qui existe déjà ? L'idée, c'est pas de poursuivre la formation, c'était de proposer quelque chose de complémentaire. Et donc on a pensé à ce projet qui a pour objectif, en fait, aussi de prévenir l'isolement et l'épuisement des aidants, de les soutenir. Mais là, du coup, l'intérêt, et ce qui est intéressant avec cette action, c'est que en fait, le programme Entraidant permet de mettre en œuvre des actions localement qui sont adaptées à ce que les aidants souhaitent sur chaque département. Donc là, c'est plus quelque chose qu'on vient amener avec un cadre précis, etc. C'est plutôt, l'idée, c'est de soutenir des actions qui permettent aux aidants de se rencontrer régulièrement, de se voir, d'échanger, et vraiment de créer ce lien durable et ce réseau. Alors jeudi, ça vient d'être lancé. C'est aujourd'hui au niveau de tous les départements, de certains, il y a des expériences pilotes.
Alors, il y a des expériences pilotes, ça commence à se développer sur les départements. Alors, il y en a beaucoup qui faisaient déjà la formation des aidants et qui se sont dit, bah voilà, on va proposer quelque chose dans le cadre d'entraidants. Ça peut prendre différentes formes, ça peut prendre la forme d'un groupe de parole, ça peut prendre la forme de rencontres thématiques, donc on continue à travailler sur différentes thématiques. Ça peut prendre aussi la forme d'une activité qui peut être thérapeutique pour les aidants, par exemple de la sophrologie. Et ensuite, ça leur permet aussi de venir à ce cours et de se voir ensuite, d'échanger autour d'un café. Et voilà, ça permet de créer du lien, de la relation entre les aidants. Donc voilà, ça se développe petit à petit. Aujourd'hui, il y a à peu près 16 départements qui proposent une action. Combien ? 16 départements qui proposent une action entrée dans Parkinson, mais ça vient de débuter et je pense que ça va faire des petits. Et l'intérêt aussi, c'est que ça nous permet effectivement de soutenir des actions qui n'auraient pas pu voir le jour s'il n'y avait pas ce soutien financier de la part de la fondation IRSEM, je le souligne quand même. Ça s'adresse à tous les aidants, pas que ceux qui ont reçu la formation à 2 pas. Ça naît un petit peu de ça, mais ça vise tous les aidants. Et du coup, ça nous permet de donner libre cours aux projets divers et variés, toujours dans l'intérêt des aidants et de cette rencontre régulière. Justement, Florence Puch, et là je m'adresse à la psychologue, est-ce que c'est important que les aidants se retrouvent entre eux, qu'ils puissent échanger entre eux ? Oui, parce qu'au même titre que lorsqu'on est malade, on a affaire à son propre diagnostic. Lorsqu'on est aidant, on a affaire à une autre mission, c'est-à-dire qu'on a sa vie et celle d'aidant qui se doublent. Voilà. Et pour ces personnes-là, se retrouver, c'est déjà partager sur les difficultés, c'est réaliser, comme disait Amandine, le fait qu'en proximité, on peut se donner une aide concrète. C'est aussi un soutien et puis un lieu où on peut évoquer ses difficultés. Difficultés parce que tout le monde n'a pas, je dirais, la fibre soignante au quotidien et qu'il faut accepter d'être un aidant unique. Il y a des aidants qui vont être très très bien dans ce rôle, d'autres un peu moins bien, et je crois qu'il faut être totalement déculpabilisé par rapport à ça. On fait en fonction de ce qu'on est. Voilà, donc c'est d'abord le respect de son identité. Alors il y a une question qui est importante, je sais qu'elle se pose dans pas mal de cas. Comment faire pour que les aidants accompagnent et que les aidants ne soient pas dans l'assistanat, c'est-à-dire veuillent tout faire à la place du patient ? Voilà. Alors ça, c'est tout l'intérêt des groupes de rencontres organisés par France Parkinson, c'est qu'on se rend compte que l'aide n'est pas le sauvetage. Voilà. Il y a un contrat implicite. On aide l'autre jusqu'à un certain point et pas pour toute chose. Parce que la première chose, c'est que si je suis aidant à 100% et que je ne fais que ça, je n'ai plus de vie. Le risque, c'est le burn-out à un moment donné. Et le risque réel, c'est de tomber malade. Parce que personne ne peut aider 24 heures sur 24. Et il ne faut surtout pas se comparer aux professionnels. Parce que quand on est professionnel, on s'arrête au bout de 8 heures et on fait autre chose. Quand on est aidant, le risque, c'est que ce soit du 24 heures sur 24, 365 jours par an. D'où l'importance de se mettre des limites très rapidement. Il ne faut pas culpabiliser. Il ne faut pas culpabiliser. Je dirais même, plus l'aidant va continuer à se réaliser, va continuer à prendre soin de lui, meilleure sera son aide. Philippe Damier, on l'a vu au fil des ans, les patients de plus en plus ont pris leur maladie en main. Est-ce que vous l'avez remarqué, cette activité du patient qui devenait acteur maintenant de sa pathologie ? Oui, tout à fait. Oui, c'est des choses qu'on rencontre de plus en plus en consultation. Les patients préparent leurs consultations, ont noté un certain nombre de choses, ont essayé d'hiérarchiser leurs questions. Mais je crois qu'un point qui a été souligné, qui est très important, c'est que chaque patient est particulier. Donc certains, c'est des solutions qui vont bien leur convenir. D'autres, au contraire, ils vont se sentir mal à l'aise. Il ne faut pas culpabiliser pour autant. Les couples, même en dehors de la maladie, fonctionnent différemment avec des conjoints plus présents, plus actifs que dans d'autres couples. Et du coup, ça va se traduire à nouveau dans la maladie. Donc je crois qu'il faut vraiment respecter, c'est très important, chaque individualité des situations. Le fait que le patient soit plus acteur de sa maladie, est-ce que ça a un impact final sur sa santé ? Alors,
Tout à l'heure, vous posiez la question à Agnès Delestre, est-ce qu'elle est plus heureuse? Il y a quand même des études qui ont regardé, parce qu'on dit, voilà, ça a l'air très séduisant, cette éducation thérapeutique, mais est-ce que scientifiquement, ça sert à quelque chose? Donc il y a eu des études qui ont été faites et qui ont comparé des patients qui suivaient un programme d'éducation thérapeutique versus des patients qui ne suivaient pas un programme d'éducation thérapeutique par des systèmes de tirage au sort, donc vraiment comme on fait quand on teste des médicaments, et qui a montré qu'il y avait un gain significatif sur la qualité de vie. Donc il y a une amélioration de la qualité de vie après avoir suivi un programme d'éducation thérapeutique versus ne pas avoir suivi de programme d'éducation thérapeutique. Donc on peut dire qu'on a un bon niveau de preuve de l'efficacité de ces techniques.